Oui, excusez-moi, j'avais une question. Ma mère a la maladie à Cordes-Lévy. J'ai essayé de prendre un rendez-vous donc, sur Lyon avec un gériatre, particulièrement au Charpennes. Son rendez-vous, c'est au mois de juillet de l'année prochaine. Elle a consulté, on se bagarre, quoi, parce qu'elle a consulté un neurologue à Saint-Étienne, ou Vienne plutôt. Maladie à Cordes-Lévy, il ne connaît pas. Il l'a soignée comme une maladie de Parkinson. Or, les problèmes ont amplifié. Donc là, on a dû la mettre dans une EHPAD. Et l'EHPAD, maladie à Cordes-Lévy, pour eux, c'est pareil qu'Alzheimer. Et les fluctuations, ils ne connaissent pas. Médecin coordinateur absent, partie non remplacée. Enfin, après, c'est toute la problématique des EHPAD. Voilà. Juste, je voulais souligner ça. Oui, je réponds à la question parce que je suis lyonnais. C'est une question difficile, mais comme vous le rappelez, la maladie à Cordes-Lévy, elle est mal connue, même chez beaucoup de professionnels qui sont amenés à accompagner des patients qui en souffrent. Et il faut probablement améliorer la communication pour optimiser les prises en charge, les parcours de soins, l'accompagnement des familles, et puis sans doute l'accessibilité également aux consultations. Les délais peuvent parfois être très longs parce que les demandes sont importantes. Lorsqu'il est possible de hiérarchiser peut-être les demandes en fonction du niveau d'urgence, ce sont des choses qui doivent se travailler au niveau des organisations hospitalières. Mais vous avez raison, 6 mois d'attente pour un rendez-vous, ça fait long. Surtout quand vous, de votre côté, vous avez des doutes sur une maladie à Cordes-Lévy et que vous avez des choses à apporter, bien sûr. Il y a une question sur Internet. Est-ce que vous voulez que je la pose ? Oui, on peut faire une dernière question. Oui. Alors, on demande s'il y a des patients bipolaires qui tendent vers une maladie d'Alzheimer ou une maladie à Cordes-Lévy et si vous connaissez un peu les proportions. Je vais laisser Emmanuel répondre. Alors oui, les proportions exactes, non, oui, bien sûr. La maladie d'Alzheimer, c'est malheureusement une maladie très fréquente. On considère qu'il y a 900 000 patients à peu près atteints de maladie d'Alzheimer. Donc forcément, par le fait du hasard, le trouble bipolaire ne protège pas de la maladie d'Alzheimer. Donc on peut avoir la maladie d'Alzheimer. Dans notre cohorte, vu qu'on a fait des ponctions lombaires, donc qui permettent d'avoir un diagnostic très fiable, on avait 10% de nos patients avec un trouble bipolaire qui avaient des troubles cognitifs, qui avaient une maladie d'Alzheimer avec... petite note, c'est que ces patients-là, probablement, la maladie a été révélée tôt par le fait qu'ils avaient le trouble bipolaire qui était une source de déséquilibre et qui a révélé à certains moments les troubles cognitifs. Pour ce qui est de la maladie à Cordes-Lévy, c'est tout le sens de cette discussion et je pense que là, on peut pas savoir exactement. Ce que l'on sait globalement, là, on a des données, c'est que en moyenne, les patients bipolaires qui vieillissent ont un risque de développer un trouble cognitif sévère, donc possiblement une maladie neurodégénérative, qui est multipliée par 3. Voilà, c'est la réponse la plus fiable basée sur les données scientifiques qu'on peut faire. Merci. Est-ce que je peux juste répondre à madame, parce que je pense que c'est important. Oui, bien sûr. Je vous remercie vraiment de votre question, parce qu'elle est capitale. C'est vrai que c'est un petit peu à côté du sujet, mais c'est quand même... En fait, c'est en plein dans le sujet. Plein dans le sujet, c'est-à-dire à côté, au sens, c'était pas sur la bipolarité, mais sur la maladie à Cordes-Lévy. Alors moi, je suis très content que Joël Ancry soit là. Je ne sais pas s'il est encore là, Joël. Ah ben voilà, Joël. Donc tu vois quand même qu'il y a un gros problème sur l'orientation des patients Cordes-Lévy en France. Je crois qu'on avait un vrai projet de centre de référence avec des centres de compétences sur la maladie à Cordes-Lévy qui probablement n'étaient que très peu demandeurs financièrement et on a vraiment et tout le temps ce type de problème en France pour les patients atteints de maladie à Cordes-Lévy. Alors on peut l'ignorer et faire semblant que ça n'existe pas, mais on peut aussi se dire qu'il existe et ne pas être dans le déni et donc se dire qu'il faut qu'on puisse donner des réponses claires à madame. Alors il y a deux problématiques chez madame. La première problématique, je pense, c'est les délais d'attente pour les consultations mémoire. Sur les délais d'attente pour les consultations mémoire, les choses sont en train d'être réélaborées et on est en train de remettre l'argent là où il devrait être. On espère que ça va marcher, de manière à ce que
certaines consultations mémoire qui de fait n'existent plus, puisqu'il y a certaines consultations mémoire qui n'existent plus finalement, mais qui touchent quand même de l'argent, et bien que cet argent-là finalement aille au bon endroit. Mais ça va avec la problématique des hôpitaux, puisque vous savez, les hôpitaux sont actuellement malades, et donc les hôpitaux font ce qu'ils peuvent, et donc quand ils reçoivent de l'argent pour une consultation mémoire, mais qu'ils ont des lits hospitaliers pour lesquels ils n'ont pas de médecin, eh bien ils réorientent les médecins vers les lits hospitaliers plutôt que vers la consultation. Ça, c'est le premier élément. Sur le deuxième élément, sur la question de la maladie à corps de Lévy et où pouvoir s'adresser quand il y a une maladie à corps de Lévy, et donc avoir finalement une dynamique locale et régionale sur la maladie à corps de Lévy, parce que c'est vraiment ça la question, je pense qu'on n'échappera pas à l'idée de pouvoir faire et localement et nationalement quelque chose. Et je pense très sincèrement que l'idéal, c'est que ce soit œcuménique, psychiatre, neurologue, gériatre, qu'il y ait des centres de compétences locaux où les patients et les familles sachent où s'adresser, parce que ça n'est pas toujours les mêmes en fonction des régions. Vous voyez là, sur Lyon, il y a la consultation mémoire du professeur Doré, qui, elle, connaît très bien aussi la maladie à corps de Lévy. Ailleurs, ce sera plutôt un CM2R. Ailleurs, ce sera plutôt un centre expert Parkinson. Et donc, pour vous, c'est très, très compliqué. Quand je dis pour vous, c'est pour vous aidant, pour vous malade à corps de Lévy. Et donc, je pense que vraiment, on a besoin de réponses par rapport à ça au niveau national. On a l'expérience déjà préalable. On a une expérience en Angleterre, puisque l'Angleterre est leader finalement dans la maladie à corps de Lévy. Mais le problème, c'est qu'en Angleterre, ils n'ont pas finalement fait le nécessaire pour avoir des centres experts, etc. Finalement, en Angleterre, eh bien, il y a deux endroits où on connaît bien la maladie à corps de Lévy, c'est Newcastle et Cambridge, et ailleurs, eh bien, il y a un sous-diagnostic et c'est compliqué. Donc, soit on dit en France, on a cette chance quand même en France d'avoir un État très pyramidal, puisque tout se passe en haut, c'est président, en dessous ministre, et puis ensuite les agences régionales de santé, puis ensuite les hôpitaux et les médecins. On a cette chance de l'avoir. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un moment fort où ça puisse se faire. Alors, c'est sans doute pas politiquement le moment maintenant, mais moi je souhaite que, j'espère que dans les 5 ans à venir, ça va bouger, pour qu'on puisse donner des réponses plus claires à madame et à l'ensemble des patients atteints de maladie à corps de Lévy et leurs aidants. Voilà, je vous remercie. Oui, merci docteur pour votre présentation. Je voudrais simplement peut-être m'exprimer un peu au nom des malades à corps de Lévy qui sont dans notre association, des aidants. On a une écoute téléphonique et on entend beaucoup de familles qui nous rapportent ce qu'ils vivent. Et à ce sujet, il y a 2 symptômes en particulier qui nous sont très souvent rapportés. C'est bien sûr les fluctuations. Mais s'agissant des fluctuations, j'ai l'impression que du côté du monde médical, on considère les fluctuations de vigilance et on laisse un peu tomber les autres fluctuations. Et pour nous, patients et aidants, les fluctuations, elles englobent tous les symptômes et de façon incroyablement spectaculaire, à un point qui souvent mal mesuré par les médecins. Et je pense que sur les fluctuations, il faudrait probablement à poursuivre des recherches sur... Alors, notre cohorte est à votre disposition, tous les chercheurs, tous nos patients et malades seront ravis de travailler sur ces sujets. Et sur les fluctuations, je pense qu'il y a des choses à faire encore. Ensuite, s'agissant du syndrome de Capgras, vous en avez très bien parlé. Et merci, parce que souvent, c'est un syndrome dont on ne parle pas trop. Vous l'avez dit, il est mal connu. Et là aussi, nous aussi, au téléphone, on entend ma femme me prend pour... Vous vous rendez compte, elle ne me reconnaît plus. Elle me prend... Et puis, dans la conversation, ils finissent par dire elle me prend pour une cousine ou une sœur jumelle. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que ce symptôme, il est très fréquent, très, très fréquent. Il concerne souvent des malades qui sont en début de maladie. On le voit, c'est quelquefois un premier symptôme. On a des malades, des familles, des aidants qui nous disent ma femme me prenait pour quelqu'un d'autre bien avant les premiers symptômes cognitifs. Donc c'est quelque chose où je pense des travaux de recherche seraient bienvenus et certainement peut-être pourraient améliorer les critères de diagnostic. J'en ai déjà parlé avec vous, professeur Blanc, mais j'espère qu'on va poursuivre dans cette voie.
Non, mais, je pense que là, il n'y avait pas de question, mais je pense qu'effectivement, c'est très important. Hein. On voit bien que les fluctuations, c'est une problématique et qu'il faut qu'on continue de travailler là-dessus. Et pareil, le syndrome de Capgras, c'est-à-dire que même quand c'est explicité, je ne sais pas si c'est tout le temps bien identifié, voilà, même par les professionnels. Ouais. Donc oui, je pense. Et finalement, hier j'ai vu une patiente, c'était un hasard, du coup, en hôpital de jour, une patiente qui a une maladie à Corlévy. On l'avait vue il y a 1 an pour des tests. Elle avait 23 de MMS. Elle devait refaire des tests de contrôle, à 1 an, elle avait été vue entre-temps et elle avait 13 de MMS hier, alors qu'elle se portait, j'allais dire, un peu... il n'y avait rien d'évident pour expliquer ça. Et pour nous, du coup, on s'est dit, bon, peut-être que c'est une fluctuation, elle va être hospitalisée pour quand même qu'on vérifie s'il n'y a pas une comorbidité, justement, parce que c'est toujours quand même ce qu'on fait. Mais finalement, elle et son fils, ils n'avaient pas noté vraiment cette baisse importante. Alors, ils disent, oui, elle a un peu baissé, mais voilà. Et en fait, le médecin qui voyait la patiente avec moi, il m'a dit, mais ce matin, elle était très différente de cet après-midi. C'est-à-dire que même sur une journée en hôpital de jour, en fait, la discussion qu'elle a eue avec moi l'après-midi, elle n'aurait pas pu l'avoir le matin. Donc on voit qu'il y a plein de choses comme ça qu'il faut bien identifier. On va donner plein de questions. Bonjour. Bonjour. Le diagnostic tardif, ma famille et moi le connaissons très bien. J'ai un frère qui a commencé à avoir les premiers symptômes à 50 ans et qui a été diagnostiqué à 57 ans, qui a galéré entre la psychiatrie et d'autres choses pendant 7 ans. Bon, ma question est la suivante. Est-ce que s'il avait été diagnostiqué à 50 ans, ça aurait changé quelque chose pour lui dans son... Je vous remercie pas de m'avoir posé la question. Voilà. Donc ça fait quand même 7 ans, ce que je dirais comme ça spontanément, ça fait quand même 7 ans d'évolution, ce qui est déjà bien. Mais après, ça dépend de plein d'histoires, en fait. Et parce que ça, j'ai beaucoup de patients et de familles qui viennent, et tout d'un coup, on leur dit, il y a une maladie, mais cette maladie que vous croyez récente, parce qu'il y a des familles aussi qui pensent que c'est tout récent, eh bien, elle est beaucoup plus ancienne, et là, il y a une sorte de culpabilité. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? C'est difficile de répondre à ça, parce que je pense que chaque histoire est différente. Donc, si je reprends ma patiente de tout à l'heure, l'aidante de tout à l'heure, je pense que ça aurait été bien qu'elle soit accompagnée pour lui expliquer ce qu'elle vivait au quotidien. Son syndrome de Capgras, le fait qu'elle soit prise pour l'autre, ça a été très dur pour elle à porter. Donc, je pense que, et pour le patient, et pour son mari, et pour elle, ça aurait été mieux, ça aurait été quand même plus confortable qu'elle soit accompagnée. Après, il y a des patients, il y a toute cette phase, en fait, j'allais dire un peu lente au départ, qui fait que, de fait, il y a beaucoup de patients qui ne sont pas diagnostiqués au début. Et bon, est-ce que ça change ? On a envie de dire que oui, c'est quand même mieux de diagnostiquer au début. Maintenant, après, il ne faut pas non plus culpabiliser, j'allais dire, tous ceux pour qui ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas si d'autres voudront compléter, mais et sur les médicaments, c'est quand même plus utile de les avoir au départ qu'après. Après, c'est aussi l'étude anglaise, c'est-à-dire que les patients jeunes, on a vu, ils ont encore plus de retard diagnostique, j'allais dire, que les patients plus âgés. Je voudrais juste compléter. En fait, cette situation, elle arrive très souvent, malheureusement, y compris chez des sujets plus âgés. Tu as montré l'étude, et nous, dans notre cohorte, chez des gens qui sont arrivés jusqu'à chez nous, c'est-à-dire des gens informés, qu'il y a des centres qui s'y intéressent particulièrement, le délai diagnostique, il est de 4 ans, et il n'est pas rare que je sois la 4e ou la 5e neurologue qui voit. Le fait de dire est-ce que ça aurait été mieux avant ou pas, c'est bien difficile de répondre, et je pense que chaque situation est particulière dans la maladie à corps de Lévy et dans les autres maladies neurodégénératives. Mais d'une manière générale, au début, les premiers symptômes sont tellement discrets, et même s'ils ne sont pas discrets, ils sont tellement aspécifiques, avec un syndrome dépressif, une anxiété à un moment de la vie où peut-être les enfants quittent la maison, on est à un moment de sa carrière où on est plus sur le départ que sur le début. Donc il y a, vers la 55-60 ans, il y a tout un environnement familial et personnel qui fait qu'on peut avoir un petit coup de mou, une petite dépression, une anxiété, qui n'est pas forcément à tort interprétée comme ça par les psychiatres ou les médecins généralistes. Mais il y a quasiment toujours un délai diagnostique. En fait, les gens qu'on arrive à diagnostiquer très 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 tôt, c'est des personnes que nous avons dans des cohortes
Ce sont des gens qui se plaignaient de leur mémoire, qu'on a suivi des années. Donc il y a la cohorte Memento qui est très connue et chez qui on a vu apparaître très très progressivement les symptômes. Mais globalement, sur le territoire national, et je pense que même en Angleterre d'ailleurs, à part quelques centres où on fait les diagnostics très précocement, c'est très très fréquent. Et en fait, j'avais pris le micro pour rebondir sur la remarque de Philippe de Linares sur les fluctuations. C'est un élément très important cliniquement et aussi qui est, je dirais, invalidant à la fois pour les familles, pour les patients et pour les soignants. Pourquoi ? Parce que quand on met un traitement finalement avec les fluctuations, ça floute un peu l'évaluation de l'efficacité du traitement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est dans les essais thérapeutiques, il faut bien choisir le symptôme qui va être le moins sujet aux fluctuations. Parce que, par exemple, on a eu un essai thérapeutique il y a quelques années pour évaluer l'efficacité d'une molécule sur la cognition. Et il y avait certains patients dans le MMS, qui est un petit test cognitif que certains d'entre vous connaissent. Le patient passait de 25 à ce que tu as dit, 13, puis 26, et en fait, évaluer une efficacité comme ça, c'est pas possible. Il y a d'autres questions là dans la salle. C'est bon, le sujet fait parler. S'il y a des questions aussi pour le docteur Eloi et Madame Pernossi. Je voulais juste... Bonjour, je suis aidante. Mon mari a été diagnostiqué l'année dernière, en 2021. Et je voulais surtout insister sur le fait du manque de formation et d'information du corps soignant. Mon mari a eu le Covid en avril 2021, moi-même aussi. Et tout de suite, il a eu des hallucinations et le fameux symptôme chakra parce qu'il me prenait pour une autre. Donc... je suis allée voir le généraliste qui m'a dit qu'il était dépressif. Donc, toutes les semaines, le soir, j'avais SOS médecin qui débarquait à la maison parce qu'il avait des hallucinations nocturnes. Et il a fini un soir par prendre ses affaires et vouloir se sauver de la maison. Donc, moi, je n'étais plus en capacité de m'occuper toute seule de lui, ni ma fille. Donc, nous avons appelé les pompiers, auxquels nous avons bien décrit tous les symptômes. Hallucinations, symptômes de chakra que je ne connaissais pas à l'époque, mais on lui disait il me prend pour quelqu'un d'autre. Il a vraiment des problèmes neurologiques, mon mari. Je ne pense pas qu'il soit dépressif. Ils l'ont hospitalisé dans un service Covid au lieu de l'hospitaliser dans un service neurologique. Et au bout de 3 jours, on m'a appelé pour venir récupérer mon mari qui avait essayé de s'enfuir de l'hôpital. Et c'est ma fille, qui n'est qu'une petite aide-soignante, qui a regardé sur Internet à quoi pouvaient être dues ces hallucinations et qui a eu la chance de tomber sur l'information du professeur Blanc, qui avait un hôpital spécialisé, excusez-moi, c'est l'émotion, qui s'occupait d'une maladie de corps de Lévy et dont les symptômes étaient les hallucinations. Je trouve déplorable que ce soit une petite aide-soignante qui a pu trouver la maladie de son père et que tout le corps médical que nous avons consulté, parce que nous avons consulté des neurologues, comme vous dites, des généralistes, des psychiatres, une hospitalisation, et personne n'a pu définir sa maladie. Et c'est ça qui est terrible pour les familles, parce que nous perdons du temps, parce que le corps médical n'est pas informé ou n'a pas la connaissance. Avec des symptômes très typiques quand même. Moi, je disais bien, mais mon mari a des hallucinations. Il voit des enfants dans le salon. Il me prend, quand il parlait à ma fille, il dit « Va chercher maman. Cette dame, elle me fait croire qu'elle est maman, mais c'est pas elle. Elle lui ressemble. » Enfin, il y avait quand même des symptômes très marqués. Eh bien non. Psychiatrie, dépression. Voilà, je voulais quand même témoigner que... Il faut vraiment, vraiment que le corps médical soit informé. Alors, et formé. Merci pour votre témoignage. Après, oui, la formation, c'est un enjeu. Donc, ça c'est sûr. Après l'épidémie Covid, c'est vrai que ça a révolutionné aussi un petit peu toutes nos prises en charge. Et voilà, on a d'ailleurs... fait une étude d'ailleurs avec Claire Paquet. On a une cohorte sur la symptomatologie qu'ont eu les patients qui avaient une maladie neurodégénérative lors de l'épidémie Covid. On a fait cette étude à un moment où on parlait surtout de la symptomatologie pulmonaire et justement pour insister sur ces présentations psychocomportementales qui n'étaient pas du tout connues.
Et moi qui ai un service spécialisé, on a vu arriver plein de patients qui ont décompensé, qui avaient un Covid, mais pas l'expression, j'allais dire, classique du Covid. Et ce n'était pas encore décrit quand on a fait cette étude. Donc, après, sur le fait qu'il faut continuer la formation, voilà, vous avez raison. Mais il faut aussi, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur une période aiguë, on peut avoir des symptômes, là, ce que vous décrivez, voilà, qui sont ceux qu'on voit dans une maladie à corps de Lévy, mais d'autres causes peuvent venir donner ces symptômes aussi. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'une maladie d'Alzheimer peut avoir des hallucinations, peut avoir un syndrome de Capgras ou une autre maladie neurodégénérative. Et donc, en période aiguë, c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, sur le fait qu'il faut continuer à faire de la formation, voilà, on peut être que d'accord. On peut être que d'accord. Je propose qu'il y ait une dernière question. Il y a le monsieur, je crois, qui avait le... Oui, je voulais simplement dire qu'il y a effectivement un très gros décalage au niveau des connaissances médicales sur ce qu'on entend ici et puis ce qu'on peut vivre en province. Moi, je viens de l'Allier. Je peux vous dire que la maladie à corps de Lévy, à chaque fois que je prononce le mot, y compris dans le corps médical, on me regarde avec comme si j'étais une extraterrestre. Entre les débuts des symptômes pour mon mari et le diagnostic, moi, il y a eu 8 ans. Et on a été dans une période d'errance complète pendant plusieurs années, pour une raison bien simple, qui n'a pas été vraiment analysée ici, c'est je dirais, ça partait dans tous les sens, pour être vulgaire. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il y a eu ces phénomènes de sommeil complètement fous, mais ça faisait rire tout le monde parce qu'il parlait, il bougeait, il était comme un pantin désarticulé. Il revivait les matchs de rugby, je ne vous explique pas ce que j'ai pu supporter quand il poussait dans la mêlée. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu des troubles musculaires. Il a eu des infiltrations dans les épaules, dans les genoux, dans les hanches, partout. Ensuite, il y a eu des troubles digestifs qui, à mon avis, étaient dus à sa grande angoisse de ne pas savoir où il allait et ce qu'il avait. Et puis, donc, ça a commencé donc en 2007. Et en 2015, il a été diagnostiqué suite à un examen du sommeil en hôpital. Et le verdict est tombé. Mais il n'a été suivi de manière, j'allais dire médicamenteuse, qu'en 2017. Donc, on a eu encore, comme il a été allergique à l'exélon, donc on a encore repoussé le problème. Et malheureusement, il est décédé cette année. Et donc, l'évolution a été effectivement extrêmement lente jusqu'en 2021. Et puis 2021, ça a été le... Mais il n'est jamais tombé. Il n'y a jamais eu de chute. Il n'y a jamais eu Enfin, tout ce qui apparaît vraiment tout de suite, pour lui, ça a été vraiment une évolution complètement anachronique, puisqu'on est parti sur un diagnostic de la maladie de Lyme au départ. Mais voilà. Du coup, vous illustrez complètement le fait que on arrive à un stade tardif au diagnostic et qu'il y a une multiplicité de symptômes qui vont venir rendre difficile le diagnostic. Je passe la parole à Jean. Merci de tous ces témoignages qui sont effectivement très, très marqués. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble, on en est sûr. Malheureusement, ce n'est pas que sur la maladie à corps de Lévy qu'il y a des retards diagnostiques, c'est exactement la même chose sur d'autres pathologies neurocognitives. La maladie d'Alzheimer, il y a un retard de plusieurs années au niveau du diagnostic, donc ce n'est pas spécifique à la maladie à corps de Lévy. J'ai souvent l'habitude de dire aussi que les patients ont la mauvaise habitude de ne pas lire les bouquins de médecine et de ne pas en fait faire les symptômes qu'on attend. Et du coup, il y a une grosse diversité en fait sur le plan clinique. C'est-à-dire que là, chacun, en fait, une fois que le diagnostic est posé, ça paraît relativement évident. Mais chaque symptôme pris individuellement peut s'expliquer par de multiples étiologies somatiques, psychiatriques, neurologiques. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Voilà, donc il y a en plus dans la maladie à corps de Lévy la fluctuation qui est élément essentiel. Des fois, on traite un symptôme, par exemple les hallucinations, et ça marche. Et puis après, avec le même traitement, ça ne marche plus. Donc on a eu peut-être juste un coup de bol au départ, si je peux m'exprimer comme ça, c'est que le traitement qu'on a mis coïncide avec une fluctuation et qui fait que du coup le symptôme qu'on avait repéré sur un autre type de diagnostic du coup n'est plus le cas. Donc voilà, il y a tout un questionnement
Et même au niveau de la population générale, la notion de maladie à corps de Lévy est relativement peu connue. Quand je fais un annonce diagnostique dans le cadre des maladies cognitives en consultation, quand je dis que ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, enfin quand je dis que c'est une maladie à corps de Lévy, c'est pas rare que les familles me disent « Ouf, je pensais que c'était une maladie d'Alzheimer ». Voilà. Donc c'est vous dire qu'après, il faut ramer un petit peu. Alors, j'annonce un peu différemment maintenant pour que les gens n'aient pas ce type de réponse. Mais voilà, c'est tellement peu connu qu'il y a aussi ce type de réponse. Voilà.